Parfois, on a l'impression de pouvoir comprendre quelqu'un ou de connaître les intentions de quelqu'un. Mais ce n'est pas le cas. Urgence du comité de Collier. D'où appelez-vous? De la réserve nationale de Big Cypress. On a trouvé un cadavre. Vous êtes sur le GR? Oui, sur le GR et le cadavre est sur le site de Nobles Camp. Il est dans une tente. Il est tout recroquevillé. Comme s'il avait essayé de sortir. Vous avez bien vérifié qu'il ne respirait plus? Oui, mais je ne l'ai pas touché. Je l'ai regardé. On a crié « Bonjour », mais il est vraiment très maigre et... je ne sais pas trop comment dire. D'une drôle de couleur. Ok, merci. C'est le sud-ouest de la Floride. Bien connu pour ses étendues sauvages, ses marais. Juillet est un mois très humide, extrêmement chaud. Ce n'est pas la période où les gens vont camper d'ordinaire. C'est en plein cœur des Everglades. Nous sommes allés sur place. Nous nous sommes approchés de la tente. Quand nous avons vu le corps, nous avons remarqué qu'il semblait vraiment très maigre. Mais nous avons découvert qu'il avait des vivres. Et nous avons trouvé une coquette somme d'argent. Alors cet individu n'était pas un indigent ou une personne démunie. Il y avait des carnets dont plusieurs pages étaient remplies de ce qui semblait être un code. Nous nous sommes vite aperçus qu'il n'y avait sur place aucun élément portant un nom. Pas de portefeuille, pas de carte bancaire, ni de pièce d'identité. Ni portable, ni tablette non plus. Il n'y avait rien qui laisse une trace numérique. Rien qui pouvait nous indiquer d'un regard, comme sur la plupart des scènes, « Ah oui, nous savons qui c'est. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à confirmer qu'il s'agit bien de cette personne. » Nous avons trouvé que c'était inhabituel. Cela n'arrive pas d'habitude. Parfois, il s'agit de quelqu'un qui travaillait dans les champs ou sur un chantier, cela peut être le cas. Mais pour une personne qui semble avoir tous ses effets personnels avec elle, non. Nous avons pensé que c'était plutôt anormal. Nous avons un corps sur un site de camping. Nous ne savons pas qui il est. Mais bon, on suppose que c'est une personne des environs. Cela va-t-il être difficile de trouver son identité? Dans 2 ou 3 jours, nous aurons son nom et nous le rendrons à ses proches. Mais cela n'a pas du tout été le cas. L'équipe de Puritan Cleaners a reçu plus de 4000 avis 5 étoiles. C'est pourquoi nous disons, chez Puritan, c'est nickel, c'est prêt ou c'est gratuit. Au prochain feu, tournez à droite. S'il fait trop chaud ou trop frais, dites-le. Car il n'y a pas de juste milieu là-dedans. Ce travail n'est pas pour les âmes sensibles. Je me suis rendue sur les lieux de 40 accidents. J'ai été mordue par un chien. Le jour, je suis une livreuse polie qui laisse des vêtements devant votre porte. Et la nuit, je suis sur mon ordinateur portable ou mon smartphone pour essayer d'aider à identifier des personnes non identifiées.
Dans ce pays, il y a entre 30 000 et 80 000 personnes non identifiées. Pour la plupart, personne ne les réclame. Elles sont oubliées. Mais bon, je suis là. C'était mon premier cas. Je suis allée sur Facebook et je me souviens qu'il faisait l'objet d'un groupe. J'ai trouvé ça cool. Alors j'ai demandé à être ajoutée et j'ai été acceptée. J'ai pensé que je pouvais aider. Je n'aurais jamais pensé que ça m'entraînerait aussi loin. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause du décès. Il pesait environ 38 kilos seulement. C'est pire qu'extrêmement maigre. On pouvait parler de malnutrition. Il ne présentait aucun traumatisme, aucune blessure, aucune maladie. Les analyses n'ont pas montré de traces de stupéfiants. La seule substance qu'elles ont révélée, c'est un antalgique qui peut rester dans le système entre 24 et 72 heures. Alors nous avons pensé qu'un jour ou deux avant son décès, il avait toutes ses facultés. Il y a un relais routier situé entre 8 et 11 kilomètres de l'endroit où il a été trouvé. Il aurait pu marcher sur la route, il aurait pu faire signe à quelqu'un de s'arrêter s'il avait vraiment eu un besoin urgent d'assistance. Nous avons passé ses empreintes digitales, son ADN dans les bases de données locales, nationales et de tous les États. Rien pour l'ADN, rien pour les empreintes, pas de dossier dentaire. À ce stade, l'affaire est passée à notre service de recherche criminelle. Bonjour, je m'appelle Christine Adams. Je suis... Quel intitulé préférez-vous? Enquêtrice en recherche criminelle ou enquêtrice spécialisée? Lequel? Je recommencerai, mais lequel voulez-vous? Le premier. Quand nous avons une personne non identifiée, nous commençons par vérifier le fichier des personnes disparues. Lorsque nous avons épuisé les voies classiques d'identification, nous réalisons une affichette en espérant obtenir des informations de la part de la population. Elle comporte des caractéristiques, le poids, la taille. Il avait une légère cicatrice sur le ventre, mais pas de tatouage. Nous avons édité une photo de notre inconnue décédée en faisant en sorte qu'elle ne soit pas trop explicite pour ne pas choquer. Cette photo me faisait penser à l'homme des cavernes que l'on voit dans des documentaires, avec sa bouche grande ouverte. Ce n'était pas une photo glamour. Nous devions faire avec ce que nous avions. Alors si une personne l'avait vu, même avec une chevelure bien drue et la barbe, cette personne l'aurait reconnu. Nous avons distribué cette photo aux médias locaux et nous l'avons aussi diffusée sur notre réseau social. Nous avons contacté la communauté des randonneurs. Ils l'ont posté sur leur site internet. Beaucoup de gens ont alors commencé à nous appeler. C'est là que nous avons trouvé quelqu'un qui l'a reconnu. Bonjour. Bonjour. Je pense que je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention à ce genre de photos. Mais le 2 août, j'étais au travail. J'ai décidé de faire une petite pause. Alors je me suis assise et je suis allée sur Facebook. Et dès que j'ai vu cette photo, j'ai su qui c'était. Immédiatement. Je l'ai rencontré 6 mois avant qu'il ne soit retrouvé mort sur le GR. À l'époque, j'étais aide bénévole de GR. Un aide bénévole, c'est une personne qui a un geste gentil et inattendu pour un randonneur, qu'il s'agisse de donner de l'eau ou un encas ou une autre bonne attention. Ce matin-là, j'avais préparé un sac de petites bricoles, des crackers, des boissons sans alcool. Et j'ai vu ce randonneur. Il marchait vers moi. Il avait l'air d'un homme plus âgé, mais ses yeux trahissaient le fait qu'il n'était pas si vieux. Il avait les yeux pétillants d'une personne plus jeune et de très beaux yeux. Oh oui, il était mignon.
Je me suis présentée sous mon prénom de Kelly et il m'a dit « Je suis globalement inoffensif ». J'ai pris ça pour un pseudo de randonneur. Je n'ai pas réfléchi davantage car tous les randonneurs ont un pseudo. Il leur est en général donné par un autre randonneur suite à un événement qui s'est produit sur un GR ou une anecdote de randonnée. Ça débouche sur un pseudo qui reste. On m'a dit qu'il avait hérité du sien alors qu'il arrivait sur un site de camping un soir. Des gens étaient assis autour d'un feu. Ils l'ont invité à le rejoindre à condition qu'il ne morde pas. Et il a répondu qu'il était globalement inoffensif. Je lui ai demandé s'il se servait de l'application Florida Trail et il m'a dit qu'il n'avait pas de téléphone portable. Je lui ai demandé « Comment ça, vous n'avez pas de téléphone ?» Il m'a répondu qu'il voulait juste déconnecter. Parfois, les gens ont envie de ça. J'ai trouvé que c'était inconscient et dangereux. Les gens qui décident de déconnecter ont toujours un téléphone d'habitude. Qu'il n'ait aucun moyen de demander une assistance quelconque, nous pensions que c'était à la fois intentionnel et peu commun. J'avais des autocollants pour la promo de Florida Trail et je lui ai dit « Puis-je prendre une photo de vous avec cet autocollant ?» Il m'a dit « D'accord ». Alors il a tenu l'autocollant, il a souri et j'ai pris la photo. Nous avions de l'espoir. Quelqu'un connaît ce gars-là. Je me suis aussitôt connectée sur le groupe Florida Trail et j'ai partagé mes photos. J'ai aussi cité des noms de groupes dans les commentaires. Ça s'est emballé. La communauté des randonneurs est une famille. Alors, ça nous a choqués de voir que notre randonneur était décédé. D'autres aides bénévoles ont partagé avec des groupes que je n'avais pas mentionnés et les choses sont allées vite. Des gens donnaient des idées et vérifiaient ici, cherchaient là. Puis l'info est passée au groupe du Sentier des Appalaches. Les randonneurs ont répondu en masse. Ils ont partagé leurs photos et ce qu'ils savaient. Il y avait une vidéo que quelqu'un avait tournée à la caméra GoPro. Il y avait au moins 25 personnes qui avaient croisé son chemin. Il avait été vu en Géorgie et en Caroline du Nord. Ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, regarde ça, c'est Denim. C'est le gars avec qui j'ai campé. Il s'est présenté sous le nom de Denim. Je n'avais jamais entendu parler de globalement inoffensif jusque-là. Il faisait bonne impression. Il était calme aussi. Je me souviens que je l'avais trouvé sympa, décontracté. Il m'a révélé qu'il avait travaillé dans l'informatique et qu'il était très doué avec les ordinateurs. Il avait un sac à dos énorme. C'était assez étrange. Il révélait à l'occasion des petites informations personnelles. On a sympathisé grâce à la série Doctor Who. On a appris qu'il venait sans doute de Brooklyn. L'un disait Brooklyn, l'autre le Bronx. Il disait qu'il était de Louisiane. J'entendais Sarasota et Saratoga. Chaque contact, chaque bribe d'information revenait très souvent. Oui, je l'ai croisé. Oui, voilà une photo. Mais non, je ne connais pas son nom. Comment il s'appelait? Et moi, je sais pas. Nous pensions qu'à un moment donné, quelqu'un allait dire « Bien sûr, c'est ceci et cela ». Non, il n'a pas dit son nom. Non, il n'a pas dit son nom. Il n'a pas dit son nom. Il n'a jamais donné cette information. J'espérais que quelqu'un savait quelque chose qui nous permettrait de l'identifier. Mince, c'est trop facile. Quel est son nom? Quelqu'un devait connaître son nom. La communauté des randonneurs nous a permis de tracer son parcours de là où il a été vu la première fois jusqu'au lieu de son décès. Nous avons constaté qu'il avait suivi la section nord du sentier des Appalaches en direction de la Floride. Ce n'était pas un simple randonneur de Floride. Il a parcouru des milliers de kilomètres. C'est plutôt inhabituel. Nous avons lancé des recherches sur le sentier des Appalaches, la AT comme on l'appelle. Je crois que plus de 3000 randonneurs tentent seuls le sentier des Appalaches chaque année. Des sections de ce GR sont très fréquentées et d'autres très peu empruntées.
Il faut avoir une certaine forme physique, une certaine détermination pour se lancer dans cette randonnée et aller au bout, quels que soient les obstacles que l'on rencontre. C'est une communauté très unie. Le GR est rempli de gens qui ont décidé de marcher pour consacrer une partie de leur temps à l'introspection. Des gens partent en randonnée, c'est une évasion. De nombreux randonneurs viennent de tous les États-Unis et se réunissent en groupe. Et puis, ils partent ensemble pour des randonnées courtes ou longues. Il a croisé beaucoup de monde. On s'est dit que sa façon d'être pourrait nous donner des idées sur la manière dont il était arrivé là et sans doute des pistes de recherche. J'ai remarqué une randonneuse d'un groupe Facebook, McPie. Il n'arrêtait pas de la contacter. J'ai eu l'impression qu'ils s'étaient liés d'amitié. Je crois que toutes les fois où je l'ai vu, c'était en octobre 2017. Ils aiment aboyer. Je ne pense pas qu'ils attaqueraient des chiens ou des gens. J'ai besoin d'un café. Je suis très bavarde. J'ai aussi bâti ce Porsche. Je suppose que j'ai déjà dû m'en vanter. La plupart des gens en randonnée sont très pressés, surtout les jeunes. Je ne suis donc pas étonnée qu'une vieille dame comme moi soit vue comme n'ayant rien à faire là. Alors oui, j'ai été agréablement surprise que ce jeune homme me parle. J'avais 68 ans et j'ai annoncé « Je vais faire la moitié du sentier des Appalaches ». J'ai des amis que ça a bien fait rire, comme pour dire que c'était très dur. Je voulais voir si j'en étais encore capable. C'est là que je l'ai rencontré. Je marchais sur le GR et ce gars-là est arrivé. Il s'est arrêté. J'ai remarqué que son sac à dos était anormalement grand, ce qui est plutôt atypique pour un randonneur, surtout un randonneur au long cours. Il m'a demandé pourquoi mon pseudo c'était McPie. J'ai répondu « car je jacasse comme une pie, mais je n'aime pas les objets qui brillent ». Il a dit « je vois bien une pie dire ça ». Il a mis la main dans son sac poubelle et il m'a tendu un emballage brillant de chewing-gum. J'aurais dû le garder. J'adore nouer des liens avec des gens, et ça ne m'arrive pas souvent. Je sentais que je le connaissais, que je le connaissais bien, que j'ai vu son âme, si vous voulez. Je le sentais au fond de moi, je le sentais dans mon cœur. Il était gentil avec moi, que dire? Je ne peux pas dire mieux. Il était gentil. Je ne le connaissais pas sous le pseudo globalement inoffensif, seulement Denim. C'était son pseudo de randonneur à ses débuts. Je lui ai dit, c'est parce que tu as randonné en jean au départ? Il m'a aussitôt répondu, oui. Plus tard, je l'ai croisé de nouveau dans un petit café. Je l'ai vu assis là avec une jeune femme. Je ne m'attendais pas à le voir, mais il m'a fait signe de les rejoindre. Après avoir discuté un moment, je lui ai demandé « C'est quoi ton vrai nom, Denim ?» Il a fait comme s'il ne voulait pas le dire. Puis j'ai ajouté « Et si on le devine, tu nous le diras ?» Il a dit qu'il le ferait. Alors j'ai passé en revue toutes les lettres de l'alphabet. Juste par jeu. Je pense qu'il m'a dit son nom. Mais je ne m'en rappelle plus. Il a attaqué sa randonnée en jean. C'est un interdit. Il faut choisir des matières plus légères qui évitent de transpirer. Enfin, ce genre d'habits. Les randonneurs aguerris savent qu'il ne faut pas porter de jeans. Ils savent qu'il ne faut pas emporter un sac trop gros. C'est quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, a récemment décidé de partir en randonnée.
Faire le sentier des Appalaches au pied levé, c'est comme passer de la balade autour de son pâté de maison au marathon de Boston. Ce n'est pas faisable. Si on considère qu'il avait un matériel assez onéreux et un matériel qui semblait plutôt neuf, on se dit, minute, c'est peut-être une piste à creuser. Nous avons diffusé un autre bulletin, d'autres photos de lui et aussi une de sa tante. Nous avions toujours l'espoir qu'un nouveau témoin nous contacte. J'avais juste besoin d'un tuyau. Et puis, un monsieur a appelé. Il a dit qu'il avait reconnu cette tante sur une photo dans Facebook et qu'il l'avait vendue à notre inconnu décédé. Alors, nous avons vérifié ses reçus pour voir si nous trouvions un indice sur son identité. Nous avons compris qu'il payait en espèces, mais le propriétaire du magasin a réalisé qu'il avait dû séjourner à l'hôtel d'à côté. Cet hôtel n'autorisait pas les randonneurs à s'enregistrer sous leur pseudo. Il demandait un nom véritable. Nous avons consulté le registre répertoriant tous les clients de l'hôtel et vu qu'il s'était enregistré avec un nom. Nous nous sommes dit que nous avions une piste à creuser. Nous avons localisé plusieurs Ben Bilemi. Alors nous les avons contactés. À l'évidence, ils étaient tous en vie et aucun n'était notre campeur inconnu. Nous avons fait chou blanc et nous avons compris à ce moment-là qu'il avait pris un alias pour s'enregistrer. Il essayait clairement de rester anonyme. Un faux nom et un pseudo de randonneur, c'est tout ce qu'on avait. S'il allait aussi loin, s'il faisait autant d'efforts pour ne pas laisser de traces, peut-être qu'il avait une raison de ne pas vouloir être identifié. Cet individu était peut-être suspect d'un crime qui s'était produit ailleurs. Chaque fois que quelqu'un disait qu'il était un criminel, je répondais « Je ne crois pas. Je crois pas. » Ça ne collait pas avec ce que je savais de lui. Il laissait des gens le prendre en photo. Alors comment dire qu'il se cachait? Nous avons alors compris qu'il ne fallait écarter aucune possibilité dans cette affaire. Avait peu de chances d'aboutir, mais à ce stade, nous ne voulions rien négliger. Ok, diffusons ces pages, voyons si quelqu'un sait de quoi il s'agit. Je m'appelle Nicholas Thompson, je suis PDG d'un magazine. Auparavant, j'étais rédacteur en chef d'un mensuel consacré aux technologies émergentes. Je consultais mes emails et j'ai eu un mot dans une boîte secrète que je garde pour des idées d'histoire. Il disait « Salut, il y a un cas intéressant d'un randonneur qui a disparu. » C'était une histoire assez incroyable. Le mensuel sur les technologies donnait de bons conseils sur des choses, comme préserver sa vie privée. Et sachant comme il est difficile de se volatiliser en 2020, j'ai pensé que c'était un cas très intéressant. Alors je me suis dit que je pourrais en faire un sujet. J'ai donc commencé à enquêter. Les autorités avaient diffusé les pages du carnet et personne ne savait ce que c'était. Était-ce du minage de Bitcoin, des programmes en JavaScript? Puis, les pages ont été postées sur Internet et il s'est avéré qu'il s'agissait d'instructions codées pour un jeu appelé Scripts. C'est un jeu de programmation pour les programmeurs où l'on crée, en gros, des mondes et des forteresses. Ce n'est pas le genre de jeu où l'on doit essayer de tuer des robots. On écrit un code qui va à la fois protéger sa forteresse et attaquer ou piller celle des autres. Et même quand on ne joue pas, le code continue de tourner. Ce randonneur avait donc créé un monde et lancé une partie qui se déroulait toujours alors qu'il était décédé. Il y avait cette impression que l'on pouvait faire de la rétroconception. Que l'on pouvait remonter en localisant ces codes aux personnages qui jouaient en leur obéissant. Alors des gens sont allés dans Scripts et ont essayé de découvrir l'identité de cet inconnu.
Mais leurs efforts n'ont rien donné. Puis, des membres du groupe Facebook ont contacté les administrateurs de Scripps. Mais les gens qui l'ont créé sont des programmeurs, qui ont fait un jeu pour des programmeurs. Et les programmeurs tiennent énormément au respect de la vie privée. Alors oui, ils ont protégé sa vie privée. Cela s'est avéré être une impasse. Je suis sûr que s'il était aussi dur d'identifier globalement inoffensif, c'est en partie car il était très bon dans son domaine et qu'il a fait de son mieux pour ne pas laisser de traces numériques et effacer celles qui auraient pu traîner. Il devait bien manquer à quelqu'un quelque part. Des gens qui ne savaient pas qu'il était décédé. Il devait bien avoir de la famille quelque part. Plus le temps passait, moins on avait de chances d'arriver à trouver son nom. Je devais donc faire quelque chose. En gros, j'ai débadgé et je me suis mise à l'ordinateur. Je viens ici car il y a un meilleur Internet. Je passe le plus clair de mon temps ici. J'ai trouvé par moi-même sur Internet quasiment tout ce qu'on pouvait trouver sur lui. Puis j'ai tout enregistré. Et la personne qui a fondé le groupe m'a contacté et m'a dit « Connaissez-vous bien le dossier ?» Je l'ai remercié et j'ai dit oui. Alors elle m'a demandé « Voulez-vous être la modératrice ?» Et j'ai accepté. Quand j'étais plus jeune, je voulais rentrer au FBI pour être profileuse. Et puis la maison familiale a complètement brûlé dans un incendie. On a tout perdu. J'ai dû mettre mes rêves entre parenthèses. Je n'avais pas les moyens d'aller décrocher un diplôme à l'université. J'ai mobilisé toute mon énergie pour trouver un nom, trouver un de ses proches, trouver qui il était. Son affaire ne suscitait pas assez l'intérêt de la toile à mon goût. J'ai compris qu'il fallait bien commencer quelque part. On est littéralement allé du Maine à la Floride, comté par comté. On a appelé et envoyé des emails à chaque poste de police, à chaque agence de médias pour attirer l'attention. J'ai une mission à remplir, trouver son nom coûte que coûte. Les 6 premiers mois ont été très chargés. Beaucoup d'activités, beaucoup d'informations. À ce stade de l'enquête, nous avions des centaines de tuyaux. La grande majorité n'apportait rien. La frustration a commencé à se faire sentir. Nous avions épuisé tous les moyens traditionnels à notre disposition. Nous n'avions pas de nouvelles portes ou frappées. Que pouvons-nous faire de plus? À un moment donné, il faut savoir innover. Le bureau du shérif du comté de Collier, sous l'autorité du shérif, présente Sworn Statement, un podcast consacré aux affaires locales et aux problèmes de sécurité publique que nous avons ici, dans le sud-ouest de la Floride. Et puis la bonne idée du podcast a surgi. C'est une chose à ma connaissance que nous n'avions jamais faite. Disons que l'on veuille disparaître demain. Que faudrait-il faire? Pour commencer, se débarrasser de son smartphone. Il mène droit à votre localisation et à vos comptes bancaires. Et il faudrait aussi supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux. Je sais que le genre True Crime a un énorme succès. Essayons de nous adresser à cette communauté pour tenter de résoudre cette énigme. Les 3 premiers épisodes de ce podcast seront consacrés au mystère du randonneur décédé, globalement inoffensif. Si je voulais disparaître demain, ce serait impossible. Je ne peux pas purger Internet de toutes mes traces. Il était un vrai mystère, et je pense que c'est la chose qui a suscité l'intérêt de tout le monde. Le groupe s'est au fait, car l'information se répandait. Nous avions 10 000 ou 12 000 auditeurs les premiers mois.
Quand on entend une histoire comme celle-là, d'un homme qui est mort tout seul, sans avoir soufflé son nom à la moindre personne durant la dernière année de sa vie, nous voulons savoir pourquoi. Je ne me considère pas comme faisant partie de la communauté des randonneurs. La vie en plein air, pour moi, c'est comme ma maison, vous voyez? Il y a un engagement dans le monde du plein air. On prend soin l'un de l'autre, on ne laisse personne derrière. Si quelqu'un se blesse, on lui porte secours. Et je pense que cela a beaucoup joué sur ce que j'ai ressenti dans cette affaire. C'était une personne de ma communauté, du monde du plein air, et je devais m'occuper de lui. Je ne connais rien aux affaires en sommeil. Je n'étais pas sûre d'être la bonne personne pour faire ça. Mais j'étais coincée chez moi à cause de la Covid et je ne savais pas trop quoi faire. Alors j'ai commencé à creuser sur Internet et c'est comme ça que j'ai trouvé ce groupe Facebook. J'ai donc rejoint ce groupe et c'était le chaos. Christy Harris était la seule modératrice pour tout le groupe et tous les membres venaient poster des messages incohérents et bizarres. Des théories disaient qu'il était peut-être un espion international. Ah oui, le voyageur temporel. Quelqu'un pensait qu'il était un extraterrestre. Ok, travaillons avec ce que nous avons. Je ne veux dissuader personne d'appeler. Nous voulons toutes les informations possibles. Nous espérons en avoir des bonnes. Une autre personne pensait qu'il était peut-être un fantôme. Un fantôme réincarné qui arpentait la Terre. Je me souviens d'une femme qui avait vu une photo de lui devant un panneau d'affichage. Il était trop près du panneau, alors elle en a déduit qu'il ne voyait rien. Et donc il ne pouvait pas trouver les provisions dans sa tente. Eh oui, dans le genre stupide. Parfois, les pistes n'étaient pas véridiques. Et pourtant, des gens y croyaient dur comme fer. Beaucoup de ces infos détournaient notre attention de notre mission. Découvrir qui diable était ce gars-là. Je pense que l'on croyait vraiment que la solution viendrait d'une chose qu'il avait dite à un randonneur. Alors, j'ai lu le récit d'un randonneur, Brandon Dowell, qui avait rencontré notre inconnu en Géorgie. Je pense qu'il y a beaucoup d'âmes en peine sur le GR. Je crois qu'il y a une dichotomie intéressante entre les gens qui vivent le rêve de leur vie et ceux qui ont besoin de ce temps pour passer un cap et guérir. Et si on cherche ce genre de camaraderie, je pense qu'on la trouvera. Je crois que c'est ce qu'il s'est passé entre Denim et moi. Me presse pas. J'ai commencé à faire le sentier à l'âge de 17 ans. J'avais tellement de colère en moi et je sentais que ça pourrait régler mes problèmes de prendre un sac et d'aller marcher. Partir en randonnée, prendre un nouveau départ et peut-être ne pas revenir. La fois où j'ai rencontré Denim, j'avais décidé de partir quelques jours. Je suis allé à Amicalola. J'ai marché ce matin-là et je me suis arrêté sur le site de Springer Mountain. Peut-être 1 heure ou 2 plus tard, j'ai vu arriver ce gars hirsute et je me suis dit, mince, on dirait qu'il est sur le sentier depuis longtemps. J'étais content de le voir parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir de la compagnie. De ne pas être seul autour du feu. Parce que je n'avais pas beaucoup de copains à l'école. On a parlé de bien des choses pendant notre dîner. Surtout de science-fiction, des filles et de l'enfance. Il m'a dit qu'il sortait d'une rupture récente. Elle semblait être très fraîche dans son esprit pour qu'il la mentionne. Et comme la nuit se prolongeait, on a abordé des sujets plus profonds. On a davantage parlé de l'enfance. La seule histoire en particulier dont je me souviens,
c'est que son père l'avait fait sortir dans le jardin pour se battre. Il m'a dit qu'il était parti, tout simplement. Il semble qu'il ait voulu fuir ces gens-là. Je comprenais ça. Quand j'avais 3 ans, mon beau-père, Rob, est entré dans ma vie. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais c'est ça le type. Et il a aussitôt fait régner la terreur dans la maison. Et Denim, il a connu ça. La même chose. Alors, se lier avec quelqu'un qui avait ce même vécu douloureux, c'était vraiment particulier. Puis on a pris le petit déjeuner ensemble le lendemain matin. Je me souviens qu'il mangeait beaucoup. Il dévorait comme un ogre. On a remballé et on s'est rendu au croisement du sentier des Appalaches et du Benton McKay Trail. Je lui ai demandé s'il était vraiment sûr, s'il voulait vraiment qu'on ne reste pas en contact. Il m'a regardé d'un air triste et il a fait non de la tête. On s'est serré la main et c'était terminé. Nos chemins se sont séparés. On espère toujours que quelqu'un va dire « Bonjour, j'avais un ami, j'avais un frère, j'avais un fils, et il a disparu, je n'arrive plus à le contacter. » Cela faisait environ 1 an, et personne ne s'était manifesté. Il s'était séparé de sa compagne et avait été maltraité par son père. Beaucoup de gens ont commencé à spéculer qu'à cause de cette maltraitance, sa famille ne cherchait peut-être pas à savoir ce qu'il était devenu. Alors si personne ne s'intéressait à notre inconnu, des randonneurs étaient, à notre connaissance, les seules personnes à lui avoir parlé. Je suis devenue obsédée à l'idée de trouver de nouveaux randonneurs. Mais Christy Harris m'a dit immédiatement que c'était une chose que je ne devais pas faire. J'avais décidé que les randonneurs n'étaient pas d'une grande utilité. Tout devait passer par Christy. Les postes devaient avoir l'aval de Christy. Les recherches aussi. Si on voulait soumettre quelque chose de nouveau au shérif de Collier, devinez à qui il fallait le dire. Parfois, il faut être autoritaire. Et sincèrement, ne pas être gentil, ça fait avancer les choses. Elle m'a envoyé ce message. Va te faire... Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne t'aimaient pas. Selon moi, j'essayais de rester logique. Je ne pouvais pas faire ce que je pense devoir faire si je passais mon temps à palabrer car l'un faisait ceci ou un autre faisait cela. L'ambiance était hostile. J'avais l'impression d'être une babysitter, une arbitre, et parfois même un punching ball. Alors on m'a dit que j'étais stupide. On m'a dit que j'étais idiote. C'était la ligne rouge pour moi. Je n'aime pas être traitée comme une moins que rien. Alors j'ai dit, j'en ai assez de tout ça, salut. Je naviguais dans ces groupes à l'occasion pour voir s'il y avait de nouvelles pistes ou une nouvelle info ou autre. Quand j'ai vu que les choses tournaient au vinaigre et en intrigue, j'ai décidé de passer à autre chose. Christy est partie et le groupe était une véritable pétaudière à ce moment-là. Alors j'ai envoyé un message à la femme qui l'avait fondé. Votre groupe n'a pas de modérateur. Vous devriez en trouver un si vous voulez qu'il puisse fonctionner. Elle m'a répondu que le groupe pouvait désigner son prochain modérateur. En l'espace de 2 jours, je suis devenue la nouvelle modératrice. J'avais été choisie. Pendant 17 ans, j'ai été directrice d'exploitation d'une société de canoë et de kayak. De nombreuses personnes pensaient que j'étais la propriétaire de la société à cause des initiatives que je prenais. Mais on ne m'écoutait pas tellement. Mes idées ne trouvaient pas beaucoup d'écho. Puis j'ai découvert que toutes les femmes de la société avaient des salaires inférieurs à ceux des hommes. Ils touchaient 5 $ de l'heure de plus. Je me sentais terriblement sous-valorisée. Alors, quand j'ai rejoint le groupe, j'ai senti que c'était l'opportunité d'essayer quelque chose de nouveau. Je voulais aborder ce cas avec un autre point de vue. Si cette affaire touchait un de mes proches, comment j'aimerais qu'elle soit traitée?
organisons-nous. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Faisons un album au lieu d'avoir des photos dispersées dans le groupe, afin de répertorier tous les gens auxquels on devait parler. C'est là que j'ai compris que personne n'avait contacté Mike Gormley. Il était, à notre connaissance, la dernière personne à avoir vu notre inconnu vivant. Inclinez-vous devant le partenaire et dans les coins, les 4 dames enchaînent. Je m'appelle Mike Gormley. Sur le côté, puis face au partenaire. Mon pseudo de randonneur est Waterboy. Grand placé, 1, 2, 3. On tourne, 1, 2, 3. En 2015 et en 2016, j'ai essayé de faire le sentier des Appalaches. Les dames au centre, les hommes flânent. C'est là que j'ai découvert la magie du GR. Tournez, en avant, puis revenez, donnez-vous la main. A priori, je suis le dernier randonneur à avoir vu cet inconnu avant la découverte de son corps. Promenade, allez faire le tour de la place, puis revenez, inclinez-vous devant le partenaire, regroupez-vous tous, voilà, c'est fini. Bravo. Merci à tous pour le quadrille, on fait une pause. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. C'est vers le 13 avril ou dans ces eaux-là que je l'ai rencontré. Il faisait 30 degrés ce jour-là et j'ai décidé qu'il valait mieux quitter le sentier. Je suis allé sur la route, j'ai tenté ma chance et j'ai tendu le pouce pour faire du stop. Un gars au volant d'un pick-up s'est arrêté. On est reparti et tout à coup, il a vu quelqu'un d'autre au bord de la route. Il a dit, il y a un randonneur là, vous voulez aller le voir, parler un peu avec lui? J'ai répondu, bien sûr. Voici la première photo que j'ai prise quand j'ai rencontré Globalement Inoffensif. J'ai remarqué qu'il était plutôt joufflu, il était bien nourri. J'ai vu qu'il avait un sac énorme et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous avez là-dedans qui pèse autant ?» Il m'a dit qu'il avait des vêtements d'hiver. Et j'ai pensé qu'à la mi-avril, en Floride, on n'avait plus besoin de vêtements d'hiver. Je lui ai dit « Laissez-moi vos vêtements d'hiver, je pourrais vous les renvoyer. » Il a décliné. Il m'a répondu « Je vais les garder encore un peu. » Ce qui m'a paru plutôt bizarre. On a discuté et il voulait savoir s'il y avait un site de camping plus loin. Voici une vue de Nobles Camp. Le site que je lui ai indiqué et où on l'a retrouvé environ 2 mois et demi après. La dernière photo de lui avant son décès. Quand j'ai réalisé qu'il n'était allé que 8 kilomètres plus loin et qu'il s'était arrêté là 2 mois et demi plus tôt, ça a piqué ma curiosité. Mince, qu'est-ce qui se passe ici?